Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 26 avril 2026. Beaucoup de choses aujourd'hui. On revient sur le Web Journal de la semaine dernière. On a passé pratiquement 1 heure et demie, peut-être 1 heure, dans le Web Journal de la semaine dernière pour déconstruire l'idée complètement farfelue que Trump était contrôlé par Tel Aviv. On a utilisé, à titre d'exemple, les affirmations complètement loufoques et farfelues de Carl Zero sur le fait que Trump violait des petits garçons de 8 ans. On a parlé de ça durant toute la vidéo. Puis à un moment donné, on a dit, ouais, il y a une tête de pédo, etc. Puis il n'a pas trouvé ça intéressant. Puis là, il a dit, ah, tu vas répondre devant la justice de ton pays, etc. Outre le fait qu'il n'y a pratiquement aucune cause, puis que c'est pratiquement perdu d'avance, une opération comme celle-là, il n'y a pratiquement aucune chance de gagner quoi que ce soit. Outre ce fait-là, on va quand même faire notre mea culpa, c'est-à-dire c'est vrai, puis là, je comprends mes auditeurs, ils disent Alexis, tu es rapide sur les insultes et tout ça, ouais. Je comprends que c'est pas correct de s'en prendre au physique des gens. Et Carl Zero, c'est pas un Brad Pitt, mais de là à le traiter de tête de pédo, il y a un monde. Et donc, je vais m'excuser, pauvre Carl Zero, il s'est fait traiter de tête de pédo. Et puis, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Oui, Alex, je sais c'est quoi, hein, se faire attaquer sur son physique, c'est inacceptable. Il y a comme tellement de posts de moi comme ça avec un nez de clown. Je sais que j'ai comme un pif surdimensionné. L'écran, ça paraît pas à l'écran, mais quand je me couche, là, c'est comme ça plie sur l'oreiller, puis c'est un peu comme Cyrano de Bergerac. C'est un gigantesque pif. Le bon Dieu m'a pas fait de cadeau avec ça dans ma vie. Et puis, je sais c'est quoi être attaqué sur son physique. Puis ça, c'est comme aussi comme toute la question de mon micro-pénis, là, genre, les gens disent pourquoi t'as pas de copine, Alexis? Ouais, je voudrais bien, mais c'est comme je suis fait comme ça, je suis comme un caniche, je suis petit, mais jappe fort, par exemple. Et donc, mais j'ai trouvé, je me suis dit, tu sais, c'est la première fois qu'on me menace de poursuivre Radio-Québec, et là, je me suis dit, ah, mais tiens, c'est une. Ah oui, les filles disent toutes, tu sais, quand on se retrouve dans l'intimité, elles disent genre, ah, on rit pas de toi, Alexis, on rit avec toi, tu sais. Mais malgré ma personnalité et mon sens de l'humour, elles sont plus là 2 semaines après. Et donc, ne les croyez pas quand elles disent que la personnalité et le sens de l'humour sont importants. OK? Tout ça pour dire que, trêve de plaisanterie, tout ça pour dire que on s'est intéressé, étant donné que c'est la première fois qu'on c'est la première fois qu'on se fait menacer de poursuite. Encore une fois, il n'y a comme aucun cas, là. C'est comme il n'y a pas de. C'est pratiquement impossible à gagner, on a vérifié. Mais on s'est quand même intéressé à Carl Zero. C'est qui la personne? Et puis, même si il n'est pas avantagé physiquement, on ne va pas aller sur le physique, on va aller sur qu'est-ce que Carl Zero représente. C'est qui Carl Zero? On nous dit que c'est le chasseur de pédos, n'est-ce pas? Ben oui, c'est de la pub gratuite, puis ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui parce qu'on va montrer un peu c'est qui Carl Zero. On nous dit que c'est lui qui démantèle les réseaux pédophiles, et puis alors qu'il n'y a aucune arrestation à son compte, là, il ne fait que reprendre des histoires connues, les publiciser un peu, en tirer quelques sous. Là. Il n'y a pas de. C'est pas. Il y a rien de nouveau qui est jamais sorti par Carl Zero. C'est pas comme un Tim Ballard, par exemple, ou un Jeffrey Dickens en Angleterre. Tu sais, Tim Ballard, celui qui a fait Sound of Freedom, c'est un vrai chasseur de pédos, lui. Et, ou Jeffrey Dickens en Angleterre, celui qui est à la source du Westminster Pedophile Dossier, dont on a parlé à plusieurs reprises. Ça, c'est des vraies personnes qui dénoncent les pédos. Les élites les détestent. Je serais très surpris de les voir comme Tim Ballard ou Jeffrey Dickens à des soirées mondaines avec le gratin pédocriminel. Ça se verra pas. Or, Carl Zero, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais juste. Parce qu'il y a eu c'est un gros débat cette semaine sur X, et là, beaucoup de personnes me disaient, tu oses attaquer Carl Zero, Alexis, ah, c'est un espèce de bonhomme exemplaire, tu ne comprends pas, etc. Oh, oui, OK. Et donc, on creuse un peu, et ce qu'on remarque, c'est que Carl Zero, on va faire ça rapidement, Carl Zero, c'est un protégé de Bernard-Henri Lévy,
depuis de très nombreuses années. Vous le voyez ici à table avec Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal et Alain Delon, etc., etc., parce qu'il a joué un rôle dans un film produit par Bernard-Henri Lévy, Le jour et la nuit, avec Alain Delon, etc. Et donc, on le voit aussi lors de soirées mondaines avec BHL, comme ça, comme c'est des bons potes, tu vois. Mais il n'y a pas que BHL. BHL, il faut le noter pour ceux qui ne le connaissent pas, par exemple au Québec, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence sur la politique française, notamment la guerre en Ukraine. C'est lui qui a été fait faire la promotion de la guerre en Ukraine, je veux dire, de la révolution de Maïdan. En 2014, il est allé à Kiev, de tous les conflits en Yougoslavie, etc. Kadhafi, il est pour l'intervention militaire. C'est une espèce d'éminence grise dans le showbiz. Il l'emmène très, 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 très large en France. Et Carl Zero nous a dit non, non, BHL n'est pas impliqué dans les dossiers Epstein. Or, on retrouve BHL dans les dossiers Epstein. Epstein qui a rencontré BHL à Dakar. Et là, on envoie à Leslie Groff la carte de visite de BHL, Bernard-Henri Lévy, son courriel, etc. Voici celui que Jeffrey Epstein a rencontré à Dakar. On a BHL aussi ici qui arrive à New York, qui est dans le carnet d'adresse, le carnet de visite de Jeffrey Epstein. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement que BHL est associé à Jeffrey Epstein. Il figure pas, il n'y a pas beaucoup d'entrées de BHL, mais il rencontre Epstein. Ce qui est surtout prenant avec BHL, c'est que c'est un grand, grand, grand défenseur de Satan. Et là, on a comme notre super pourfendeur des réseaux pédosatanistes qui s'acoquine avec quelqu'un qui fait l'apologie de Satan. BHL, Satan. Écoutez ça son apologie de Lucifer, Satan, comme... Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Alors moi, j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des... C'est du billard à 3 bandes, là. Donc, il fait l'apologie de Judas et de Satan. Ça, c'est l'ami, donc c'est ça, il s'acoquine avec quelqu'un qui fait l'apologie de Satan, mais pas que. Dans les soupers, il est invité à des soupers avec Roman Polanski. Tu vois, ici, c'est un souper qui a lieu pour la revue La règle du jeu au Café de Flore à Paris en 2010, le 30 novembre 2010. On voit Carl Zero avec BHL. Était présent aussi Roman Polanski, qui est accusé et recherché, je pense même par Interpol aux États-Unis certainement, mais pour viol de fillette. On voit aussi Pierre Berger qui est invité à ce souper-là. Pierre Berger, qu'on accuse y compris Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, qui lui aussi a fait l'apologie de la pédophilie. Ça, c'est des amis de... Imaginez, tu es un chasseur de pédophiles, puis tu te fais inviter dans des soupers où tous ces gens-là ne sont absolument pas inquiétés par ta présence, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais Cohn-Bendit, encore une fois, qui fréquente Carl Zero sur les fillettes. Avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Ouais. Okay. Et aussi on voit ici avec Jack Lang et avec Pierre Berger. Pierre Berger qui est lui aussi accusé de pédophilie. Il y a des personnes comme... en fait, comme l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui les a accusés dans le livre Saint-Laurent et moi de Fabrice Thomas. Yves Saint-Laurent, c'était le conjoint de Pierre Berger. Là, il y a des personnes en France qui connaissent tout ça, mais au Québec, on ne sait pas ça. Et les gens disent « Ah, Carl Zero, regardez avec qui il fraye. » Donc, avec Pierre Berger. Et là, où est-ce que j'ai vu... je ne sais pas si... je pense que je n'ai pas amené le... je pense que je n'ai pas la citation de ce livre-là, mais il
il dit cet amant-là je pense que en tout cas, je ne la chercherai pas, Fabrice Thomas dit que, justement, il y avait des partouzes. Il dit dans son livre, il dit Dominique Strauss-Kahn, et il en cite une autre, là, ce sont des petits-enfants comparés à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. C'était du sadomasochisme. Et là, ici, j'ai pas la citation, ça me fait chier, mais vous pouvez la trouver, le genre Fabrice Thomas, propos sur Pierre Berger. Pourquoi ne parlez-vous pas des graves accusations de pédophilie qui visent Pierre Berger? Ah, ici, voilà, c'est ça. Thomas relate une scène de pédophilie impliquant l'intendant de la villa du jardin de Majorelle. Ça, c'est au Maroc, je pense. Et il dit mais là, ça se passe chez toi, dit-il. Il parle dans le livre comme s'il s'adressait à Pierre Berger. C'est un de tes employés qui a fait ça avec un gamin. Réponse de Yves Saint-Laurent, c'est pas chez moi, non, c'est le jardin de Major-République, blablabla. Mais donc, ils font ça avec des gamins. Tu vois, c'est le milieu dans lequel ces gens-là baignent. Et ici, vous avez Pierre Berger. Donc, Pierre Berger avait été cité dans VSD en 2013, indirectement, là encore. Et toujours en tant que propriétaire de la villa de Marrakech, le 30 mai 2011, Luc Ferry affirme sur un plateau de Canal+ qu'un ancien ministre se serait fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons, et que le scandale aurait été étouffé, des propos qui avaient fait scandale à l'époque. Et là, ici, ça c'est plus loin dans l'article, Pierre Berger, en novembre 2016, Pierre Berger avait abordé des questions dans une interview accordée à Léa Salamé, c'est la présentatrice Léa Salamé, tournée dans sa villa marocaine. Il avait infirmé les rumeurs de pédophilie le concernant, tout en reconnaissant, au nom de la libre sexualité, avoir eu des relations avec des garçons marocains, à une époque où les mœurs étaient plus libres. Pierre Berger dit « Il y avait une forme de sensualité particulière, je vous le confirme. Les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, la sexualité était plus débridée et on y faisait moins attention. On faisait moins attention à l'âge, probablement. Mais il ne faut pas exagérer. Quand dans des tweets, on dit que je faisais des partouzes avec Jack Lang et des petits garçons, j'aurais même pas voulu parce que je n'aime pas les petits garçons, dit-il. Sauf qu'il dit, je n'aime pas les petits garçons, sauf que regardez la phrase suivante. C'était pas ça l'histoire. Léa Salamé lui répond en disant, vous écrivez dans les lettres à Yves Saint-Laurent, comme ils étaient, et là il le cite, donc il dément, puis là après ça, elle le cite, qu'est-ce qu'il a écrit lui-même. Comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient au football, ils avaient un corps musclé et on avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. Il dit, et là il répond, c'est vrai, j'en ai connu beaucoup, ils sont devenus non pas des amis, mais de très agréables relations. On buvait du thé à la menthe, etc., etc. Et là, il dit, manière de vivre sa sexualité, oui, une manière de vivre sa sexualité, etc. L'amant de Pierre Berger, qu'on retrouve aussi dans ces parties-là, a écrit un livre qui s'appelle La vilaine Lulu, où on voit plein de scènes de pédosatanisme. Ça, c'est Yves Saint-Laurent, là, le conjoint de Pierre Berger, où est-ce qu'on voit genre des enfants se faire bouillir, des têtes coupées, des enfants, vous voyez, avec des couteaux, on coupe la gorge, etc. C'est des rituels exactement comme les trucs de Marc Dutroux en Belgique. Là. C'est comme on voit ça dans Lulu, la vilaine Lulu de Yves Saint-Laurent, le conjoint de Pierre Berger. Mais ça ne dérange pas. Comment ça s'appelle? Carl Zero. Carl Zero qui va dans ces parties-là avec ces gens-là. Il va dans les parties où il rencontre Jack Lang et il se fait prendre en photo avec lui. Hein? On le voit aussi ici, Jack Lang en photo avec Jeffrey Epstein. Ça, c'est les amis de Carl Zero. Carl Zero ici avec Jack Lang. Donc, lors la nouvelle formule de François, le 16 mars 2010, on rappelle que Roger Olindre avait accusé Jack Lang d'avoir été attrapé dans un scandale de pédophilie qui faisait écho à ce que disait le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, en disant en 1998, à l'occasion de l'une d'elles, il s'en prend violemment à Jack Lang dans son discours. C'était un des politiciens du FN à l'époque, en l'accusant de crime pédophile, en évoquant l'affaire dite du Corral, un lieu de vie pour enfants et en difficulté, dont les responsables avaient été accusés de pédophilie. Olindre parle de gamins qui étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et d'un gosse retrouvé mort, sodomisé la tête dans un seau de merde.
qu'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. Il y a eu une poursuite en diffamation et il a perdu. Il a probablement eu de la misère à... Mais, il a eu de la misère à étayer ses affirmations, mais il a été assez catégorique. Donc, c'est les gens que Karl Zéro fréquente. Tu vois, c'est BHL, l'apologiste de Satan, Roman Polanski, Pierre Berger, Jack Lang. Imaginez le chasseur de pédos se sentir à l'aise dans cette gang-là. Hein? La gang des intellectuels français qui défendaient la pédophilie, comme justement Jack Lang, c'est la gang de Gabriel Metzneff à l'époque, qui ont publié une lettre avec Sartre, de Beauvoir, Bernard Kouchner et d'autres, disant qu'on devrait libéraliser la pédophilie. Hein? Apprenons l'amour à nos enfants, c'était la belle époque. Et décriminalisation de la pédophilie, le mea culpa de Jack Lang. Ouais, mais prise en photo avec lui, le chasseur de pédos, Karl Zéro. Après, Karl Zéro qui fait la promotion de la pornographie. Donc, bal masqué pour les 35 ans de l'entreprise Marc Dorcel. Marc Dorcel, c'est comme l'équivalent de Pornhub en France. Hein, c'est le hard. C'est attention, là, si vous avez des enfants, c'est censuré, mais c'est ça. C'est le hard. C'est la porno dure, là, le hardcore et tout ça. Donc, Karl Zéro qui se fait le porte-parole, ou qui va en tout cas aux 35 ans de Pornhub, mettons, aux 35 ans de Marc Dorcel. Il va même faire des entrevues qu'on ne retrouve plus maintenant, qui ont été retirées pour le Journal du Hard. Le Journal du Hard, je pense que c'est sur Canal+. Oui, c'est sur Canal+. C'est un journal dédié à la pornographie. Et vous voyez ici, donc, Karl Zéro parle de porno. Extrait de l'émission du journal Hard présentée par Sébastien Toen chaque samedi, blablabla. Puis là, c'est indisponible depuis 2017. Quelqu'un a effacé les propos de Karl Zéro. Hein? Donc, Marc Dorcel. Donc, il fait la promotion de la porno. Et de la sexualisation des enfants. On le retrouve ici sur CNews avec Pascal Praud en train de dire, et là, les gens disent, montre l'extrait au complet. L'extrait au complet, on le mettra sur notre chaîne Telegram, montre exactement la même chose. Il n'y a pas de déformation des propos. C'est pas comme quand on fait un clip de 10 secondes d'Alexis, là. C'est un clip de, je sais pas, 1 minute, où est-ce qu'il dit... On doit commencer à montrer de la porno aux enfants en très bas âge parce que, de toute façon, ils ont accès à du X. Ils ont accès à Pornhub sur leur ordinateur. Donc, au lieu de les laisser aller et avoir accès à de la porno, il faudrait mieux commencer à leur montrer, comme par exemple de la sodomie dès l'âge de 5 ans. C'est éducatif, vous comprenez? Je vous montre l'extrait pour que tout le monde comprenne bien. Il n'a jamais nié et a tenté d'aller s'excuser chez Ariane Bileran par la suite parce que ses propos ont fait scandale. Montrer de la porno, montrer de la sodomie à des enfants de 5 ans, c'est exactement ce qu'on voit dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Le gars est un défenseur, un promoteur de la pornographie, mais c'est lui le chasseur de pédos, tu comprends? C'est comme... Oui, mais là, qu'est-ce que sérieusement, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans qui ont accès à tout aujourd'hui? Eh bien, avec des gosses de 12 ans, vous commencez... parce qu'ils en sont toujours au niveau... Oui, le petit papillon aime beaucoup la petite fleur et tout. Mais il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu là la sodomie sur Pornhub? Allez, on regarde la sodomie tous ensemble. Ils la regardent. On regarde la sodomie tous ensemble. Tu as vu... Premièrement, c'est le travail des parents. C'est pas le travail de l'école de montrer de la sodomie à des enfants, crise de tarés. De toute façon. Eh ben ça, normalement, non, pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'il faut faire... Et surtout chez certaines... Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce type mais ça, c'est pas à 12 ans, il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. De la sodomie? Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Non, pas à 5 ans. Mais bien sûr que si. 5 ans, montrer de la sodomie, genre, tu sais, comme en 4X, là, tu sais, genre... à des enfants de 5 ans, c'est comme... juste cet extrait-là, j'ai envie de lui arracher la tête. Je dis, rapproche-toi pas. Tu sais, dans le dernier web journal, quand je disais, genre, laisseriez-vous Karl Zéro s'approcher... laisseriez-vous votre enfant 1 heure avec Karl Zéro? Non, la réponse, c'est non, à cause de propos comme ça. Et il va exactement dans le sens de le truc de l'OMS, d'enseigner la sexualité aux enfants à un âge toujours plus jeune, puis c'est bien se caresser, la masturbation, etc. C'est comme, tu sais, c'est ce qu'on retrouve dans le meilleur des mondes. Et
Et voyez ici, donc, moi, je suis plus du côté de Marie-Estelle Dupont. L'éducation sexuelle est déjà un abus sexuel. L'éducation sexuelle à l'école est contraire à toutes les connaissances scientifiques, affirme la psychologue française Marie-Estelle Dupont. OK? Il n'y a pas juste... Donc, vous voyez un peu le genre de personnage, Carl Zero. Après ça, on nous dit que c'est le chasseur de réseaux pédophiles. Man, il baigne là-dedans. Je veux dire, jamais un mot contre Jack Lang, contre Roman Polanski, contre Pierre Berger, contre, tu sais, c'est quoi, contre Daniel Cohn-Bendit. Jamais un mot. Au contraire, il va à leur party. Il va à leur party. Imaginez comme des Tim Ballard ou des Marion Sigaud qui dénoncent la pédophilie et l'enseignement de la sexualité aérienne. Allez à ce genre de party-là, ou comme je le montrais tout à l'heure, Jeffrey Dickens, qui a sorti le Westminster Pedophile Dossier, invité à des parties comme ça. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi... on va terminer sur Carl Zero, je m'excuse de faire, je dois le faire. Hein, puis on n'a pas tout sorti ce qu'on avait. Mais juste pour que vous compreniez un peu, c'est qui m'accuse, là. Si on est attaqué, on va se défendre. En 1998, il y a un documentariste, Pierre Carl, qui veut faire un documentaire sur les liens entre les journalistes et le pouvoir. Tu sais, parce que les journalistes, ils taisent les histoires, là. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de pédophilie. Tu sais, ils écartent les trucs, puis on n'en parle pas, puis, tu sais... les liens entre les journalistes et le pouvoir, les journalistes, encore une fois, et le pouvoir. Pierre Carl souhaite faire un film, un documentaire là-dessus qui montre les liens entre les journalistes et le pouvoir. Et là, Carl Zero, au début, dit ouais, je vais même... Il y a la liberté d'expression totale sur Canal+, on peut parler de n'importe quoi. Je vais même passer le documentaire de Pierre Carl. Éventuellement, le documentaire est censuré, etc., mais il ne passe pas sur Canal+. Mais Pierre Carl sort quand même le documentaire qui fait quand même beaucoup de vues. Et dans le documentaire, il a enregistré Carl Zero au téléphone qui lui dit, tu sais, on ne peut pas tout dire, tu dois laisser certains trucs de côté si tu veux avoir accès, etc. Donc, c'est un gatekeeper, c'est quelqu'un, je lis l'extrait, je vais le montrer en intégralité, je l'ai repartagé sur X, c'est celui-là ici, ça ici, c'est Pierre Carl qui enregistre à son insu Carl Zero qui lui dit de laisser tomber l'affaire et de ne pas montrer que les journalistes taisent des histoires, ils changent ton documentaire. Vous voyez? Donc, il dit, il faut que vous sachiez qu'on ne peut pas tout dire au téléphone. Canal aujourd'hui, ce sont des groupes économiques, etc., etc. Parmi ces journalistes, il y a mon copain Durand, on ne peut pas tout dire. Et donc, Pierre Carl montre cet échange téléphonique en le juxtaposant aux déclarations publiques triomphalistes de Carl Zero. En public, Carl Zero dit oui, on peut tout dire, mais en privé, il dit ferme ta gueule, on ne peut pas en parler, etc., etc. C'est ça votre chasseur de pédos, là. Donc, le but, montrer que même les rebelles médiatiques payés pour incarner la liberté d'expression, comprenez bien, là, le but de Pierre Carl, c'est de montrer que même les rebelles médiatiques payés pour incarner la liberté d'expression, comme Carl Zero, sont en réalité soumis aux mêmes logiques de pouvoir et d'autocensure que les autres. Et là, en résumé, ce n'est pas une guerre personnelle, mais une illustration concrète de la thèse de Carl. Les médias dominants, même ceux qui se disent alternatifs ou satiriques, pratiquent la censure dès qu'il s'agit de toucher au vrai réseau de pouvoir. C'est ça que l'enregistrement... Donc, dès qu'il s'agit de toucher au réseau de pouvoir, on pratique la censure. Et là, demandez-vous pourquoi ce bonhomme-là a été mis supposément comme tête d'affiche de celui qui dénonce les réseaux pédophiles alors qu'il va dans les parties avec BHL, le défenseur de Satan, Cohn-Bendit, Pierre Berger, Jack Lang, etc. Vous l'avez la réponse ici. Parce que les médias dominants, même ceux qu'on dit alternatifs, pratiquent la censure dès qu'il s'agit de toucher au vrai réseau du pouvoir. Carl Zero est dans cette gang-là, on l'a choisi précisément pour ça. Je vous montre le reportage, l'enregistrement de Carl Zero. Vous pouvez voir le film au complet ici. Je pense que c'est sur YouTube. Pierre Carl, pas vu, pas pris. C'est ça ici. L'affiche, c'est celle-là ici.
pas vu, pas pris, où est-ce qu'on voit la vraie nature de Carl Zero, qui est un censeur, quelqu'un qui protège le pouvoir, pas quelqu'un qui est là pour révéler la vérité. Pierre Carl. Ça, c'est Pierre Carl qui appelle Carl Zero. Allô? Carl Zero? Oui. Pierre Carl. Ah, Pierre T'as Carl. essayé de me joindre. Sacré Pierre Carl. Qu'est-ce que tu m'as encore fait? Ouais, mais rien de plus que d'habitude. Non, parce que j'ai un appel d'une nana de l'événement du jeudi qui fait un truc sur toi. Ouais. Elle me dit vous êtes le héros de son nouveau film. Ah ben oui, mais comme tous les gens de Canal+, hein. Elle me dit vous parlez dans le film. Comment est-ce que je parle dans le film? Mais parce que je t'ai... Je m'excuse, le son est un peu bas, mais il dit, Carl Zero appelle, mais il se parle au téléphone, et là, il dit, comment ça se fait que je suis dans le film? Et là, Pierre Carl dit, je t'ai enregistré. Je t'ai enregistré et je montre dans le film que tu es un manipulateur. Je t'ai raconté, quand Canal avait censuré Pas vu à la télé, Ouais. sachant que le sujet risquait de poser problème, j'avais enregistré toutes mes conversations avec Dana. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était pareil pour le vrai journal et que De Greff à nouveau remettait ça, Ouais. ben, j'ai fait pareil avec toi. Oh non. Ben écoute, Oh bah non. ben quoi? Et là, il dit, il l'a enregistré. J'ai fait pareil avec toi. Je t'ai enregistré. Puis là, oh non, oui, je t'ai enregistré, salopard. Je sais pas, enfin ça se fait pas. Ben, ça se fait pas quoi, ça se Ça fait se fait pas parce que moi ce que j'essayais de faire c'était de te faire rentrer dans la machine Non, mais télé. toi, Là t'y- tu peux toi, mais toi- enregistrer toi- comme tu veux. Hein. Non mais toi, t'y es pour rien, toi. Moi franchement j'ai fait tous les efforts. Je t'ai expliqué pendant des heures qu'il fallait aller mollo. Tu fais Moi, j'ai essayé de te faire rentrer dans la machine. Je t'ai dit qu'il fallait y aller mollo. C'est-à-dire ne pas dire toute la vérité, ne pas frapper fort, ne pas révéler les vrais réseaux. le sujet, tu te débrouilles pour foutre Michel Field. Ouais. Tu veux dire je ne veux pas mentir. Bah, et parfois il faut mentir par omission. Parfois, il dit Carl Zero, parfois, il faut mentir par omission. Un salopard. Tu comprends? Oui, mais ça c'est... Bah oui, non mais attends. Non, mais là on n'a pas la même conception des choses. Mais on n'a pas la même conception. Attends, c'est pas ça. Soit tu veux intégrer l'équipe, soit tu veux pas. Soit tu veux intégrer l'équipe, soit tu ne veux pas. Si tu veux intégrer l'équipe, tu y vas mollo et tu fermes ta gueule. Comprenez-vous le travail de Carl Zero ici? Si tu veux intégrer l'équipe, tu y vas mollo et tu fermes ta gueule. Si tu veux frapper fort, tu ne feras pas partie de l'équipe. Mais moi je cherche pas à intégrer une équipe à tout prix. Moi je cherche Ah non, mais à ça, essayer de montrer des choses que les gens... voilà, enfin, par exemple le fait qu'on puisse pas parler d'une personnalité publique comme Michel Field sur une chaîne comme Canal, je trouve ça pas normal, tu vois. Non? Tu es d'une naïveté extraordinaire. Tu es extraordinairement attends. naïf. Tu es d'une naïveté extraordinaire. On ne peut pas parler d'un certain personnage. Tu es d'une naïveté extraordinaire. Regardez, là, lui, c'est supposé être lui qui révèle les réseaux pédophiles en France. J'ai rarement vu ça, je peux dire. Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu fais comme tu le sens. Hein. Est-ce que tu vois la différence quand même, ou tu la vois même plus, entre TF1, France? Il reste 2 minutes de l'entrevue. Je mettrai ça sur Telegram. Pas de l'entrevue, mais de l'enregistrement téléphonique. Et donc, qui est Carl Zero? Carl Zero est un protégé de longue date de BHL, quelqu'un qui s'est accoquiné avec BHL en France. S'il y a quelqu'un qu'on pourrait imaginer, là, je ne veux pas accuser BHL de rien, mais d'être à la tête, en tout cas, ce gars-là, il est comme au centre de toutes les combines en France. C'est comme... C'est pas le diable en personne, là, avec ses cheveux, mais presque. Mais là, tu t'accoquines avec BHL qui fait l'apologie de Satan. Tu es un invité régulier dans les soirées mondaines remplies de pédos présumés. Tu ne dis jamais rien sur ceux que tu côtoies, rien sur Jack Lang. Tu te fais photographier avec, rien sur Cohn-Bendit, rien sur Pierre Berger. Tu es supposé dénoncer les réseaux pédophiles, puis tu fermes ta gueule. Au contraire, t'es comme un bon toutou, tu vas dans les parties. Silence complet sur les pédos présumés qu'il fréquente. Je dis présumés, évidemment, là, mais... et tu invites un documentariste à mentir pour cacher les liens entre la presse et le pouvoir. Et là, imagine pourquoi tu as été... Ça, c'était en 98. Pourquoi, espèce de caractère
mièvreux, filou. Tu as été choisi par l'establishment. En tout cas, tu as été mis de l'avant pour être celui qui révèle les réseaux pédophiles parce qu'il n'y a aucun danger avec toi que quoi que ce soit se passe. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Il ne s'est jamais rien passé avec toi. Tu as sorti des histoires qui étaient déjà sorties. Tu n'as aucune crédibilité comme d'autres. Tu as fait la promotion de la pornographie. Tu es un avide promoteur de la pornographie. Moi, je veux dire, aussi, mettons, tu ne vas pas faire la promotion de la porno à la télévision, genre Marc Dorcel. Je sais, oui, Alexis Cossette, imaginez ça. Si vous me voyez comme dans un article, Alexis, genre dans les bureaux de Pornhub, parce que je pense que c'est à Montréal. Je ne suis pas sûr, il me semble que c'est à Montréal, Pornhub. Ça vient de Montréal, il me semble que ça vient de Montréal. Alexis, genre, avec un verre de vin comme ça, Tuxedo dans le centre de Pornhub. C'est pas crédible! Mais toi, tu y es allé, genre, et tu souriais. Tu vois, et après ça, tu t'en vas chez Pascal Praud sur CNews faire la promotion de la pornographie, de la sodomie auprès des enfants de 5 ans. Damn! Oui, on doit leur montrer. Tu sais, c'est les programmes de sexualité à l'école, là. Tu sais. Après ça, tu as défendu la pédocratie en t'attaquant au Pizzagate. Tu n'avais pas terminé ton truc. Tu as attaqué le Pizzagate, qui était le truc le plus facile à vérifier parce que ça avait été publié par Julian Assange et les courriels étaient authentiques et n'ont jamais été remis en cause. Il y avait tous les mots-clés de la pédophilie là-dedans, mais tu as non seulement toi, mais ton personnel aussi, les personnels de ton staff sont allés rencontrer des personnes pour les dissuader de parler de Pizzagate. Tu ne voulais pas que ça sorte. Tu ne voulais pas qu'il y ait un effet boule de neige avec Pizzagate. Ça, là, c'est comme... Aux États-Unis, là, les gens qui ont parlé de Pizzagate se sont fait tuer, OK? Genre, tu sais, Isaac Cappy. Et il y en a plusieurs, des documentaristes qui ont fait des films sur Pizzagate qui sont morts par suicide. Et ceux que l'establishment a envoyés au bâton pour détruire Pizzagate, c'était eux-mêmes des pédos. On en a parlé, là, ici. Slade Summer, John Podesta's friend, Slade Summer, ou Debunk Pizzagate, arrested for raping toddlers. Ils violaient des petits-enfants. Ceux qu'on a envoyés au bat pour attaquer Pizzagate, là, et donner le ton, faire partir la machine, là, la machine à rumeurs, c'est faux, etc. C'était des hosties de pédos aux autres aussi. Hein? On en a parlé, on les a montrés quand c'est sorti. Peter Bright, ici, tech reporter Peter Bright, found guilty for soliciting minor sex online, etc., etc., etc. Il y en a 4 ou 5 des journalistes de renom qui ont été au bâton contre Pizzagate, puis finalement, c'était eux-mêmes des pédos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur toi, Carl Zero? Je ne dis pas que tu es un pédo, mais ça nous montre que tu es dans quelle équipe? Tu joues dans quelle équipe? Ça c'est, pour moi, c'est inacceptable. Un chasseur de pédos, apparemment, qui s'attaque au Pizzagate, pour moi, c'était 3 prises d'un seul coup, là. Tu sais, comme au baseball, là, 1 prise, 2 prises, 3. Ça, c'est 3 prises d'un seul coup. Puis après ça, additionne tout le reste. Ça montre quel genre de personne t'es, là, tu sais, quel genre, avec l'appel de Pierre Carl, ici, non, tais-toi, il ne faut rien dire si tu veux faire partie de l'équipe. Hein? Et sans oublier le fait que tu as participé à l'effort de guerre de l'État profond contre Trump en colportant des allégations sans fondement. C'est ce dont on a parlé dans le dernier Web Journal. Et plus ici, tu n'as jamais été censuré nulle part. Tu n'as jamais été censuré, jamais embêté, etc. OK? Là, maintenant... encore une fois, le procès va aller nulle part, mais je vous invite, tous ceux qui ont du matériel sur Carl Zero, des anecdotes, des trucs, des clips, des bouts d'entrevues, à nous envoyer ça à Radio-Québec avec le titre Carl Zero. On va se monter une défense si jamais il veut aller en cours. On va avoir du matériel, on va monter les dossiers sur Carl Zero. Ça, et j'ai pas tout sorti ici, parce que là, ça fait déjà 36 minutes. On s'est gardé du matériel. OK? Donc, est-ce qu'on peut dire crapule? Tu vas-tu me poursuivre si je t'appelle crapule? Parce que quelqu'un qui dit comme ça à des journalistes, à des documentaristes qui veulent révéler les liens entre les journalistes et le pouvoir, qui leur dit non, si tu veux faire partie de l'équipe, ferme-la un peu, vas-y, mollo. Hein. C'est des crapules, ça. Tu t'empêches la divulgation de la corruption, c'est ça. Et après ça, tu te recycles en chasseur de pédos, comme si tu avais une crédibilité, bonhomme. OK? Il y a aussi un extrait sur Booba. Ouais, je vous dis, j'ai encore du matériel, là. Il y a encore du matériel. OK? Donc, faites une capture d'écran de ça ici, et puis on se reverra en cours, Carl Zero, si c'est ça que tu veux. OK?
Voilà, ça, c'était pour le sujet 1. Mais je comprends, cependant, je veux réitérer que je comprends que les attaques sur ton physique, c'est pas qu'il n'y a aucune preuve et que moi, on m'attaque sur mon nez, toutes sortes d'appendices, et que c'est comme ça mine ma confiance en moi et que je compatis fortement, fortement avec toi et que, voilà. Je répète, même si t'es pas Brad Pitt, t'as pas une tête de pédo. Voilà. C'était ce que j'avais pour vous sur Carl Zero. Maintenant, il y a ce qui a pris l'actualité, en fait, c'est qui a pris le devant de la scène cette semaine, à mon sens, c'est Kash Patel qui est au bâton. Oui, je vais mentionner, merci, quelqu'un me dit, je vais mentionner que je ne suis pas suicidaire. Je suis comme, c'est le meilleur moment de ma vie, c'est comme, j'ai l'impression que tout arrive, qu'on va récolter bientôt, que les arrestations s'en viennent. C'est même Kash Patel qui le dit, et genre, je suis pas suicidaire, je suis genre, presque au sommet de ma gloire. Hein, c'est Kash Patel qui dit, les arrestations s'en viennent. Il y a déjà, je rappelle, tu sais, les gens, ils disent, les arrestations s'en viennent. Ouais. Ben, il y a déjà James Comey qui est devant les tribunaux. Hein, c'est l'ancien directeur du FBI. Il a été mis en accusation. James Comey, l'ancien directeur du... Ça, c'est un. Mais là, Kash Patel disait, il y a 2 semaines, qu'il y en avait d'autres. Il disait qu'il y avait... pour l'élection de 2016, cette histoire de collusion avec la Russie, qu'ils étaient sur le point de procéder à des arrestations. Je vous en avais parlé lors du dernier Web Journal. Je vous montre l'extrait. We are not going to take this and have not taken this. That is going to stop on it. That is not something I'm going to allow on my watch. Right. But you just have to remember, they built this disease temple over 20 and 30 years. Et là, il utilise Disease Temple. C'est l'extrait de Law-Abiding Citizen. Là, I'm going to bring the whole corrupt disease temple on your head. Ça fait plusieurs fois qu'il utilise ça. C'est une référence à Q, en passant pour ceux qui ne le savent pas, là. We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors at the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche, and we are going to be making arrests, and it's coming, and I promise you, it's coming soon. Well, we are going to make arrests, and it's coming, and I promise you, it's coming soon. Ça s'en vient bientôt. Je vous promets qu'il va y avoir des arrestations, et ça s'en vient bientôt. Et il faisait écho à John Solomon, qui répète aussi exactement la même chose. Les gens qui suivent les nouvelles aux États-Unis savent que John Solomon, c'est toujours des sources crédibles. C'est un journaliste chevronné qui ne publie rien sans... il dit c'est sur le point de se passer. Donc, c'est dans tous les journaux. Hein. Kash Patel affirme que des arrestations sont à prévoir après l'enquête sur le complot électoral de 2020, mais c'est pas juste 2020. Ce dont il parle, là, il parle de Comey, il parle de Russiagate, etc., là, dans l'extrait ici. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après? Dès qu'il a dit que les arrestations s'en venaient, tout de suite, l'État profond a réagi par l'entremise des médias et lui a fait une tête et ont commencé, c'est The Atlantic en premier qui a dit, la publication The Atlantic, qui est un porte-voix de l'État profond, dit « Le directeur du FBI est porté disparu. Kash Patel a inquiété ses collègues par des épisodes de consommation excessive d'alcool et des absences répétées. » Et là, on l'accuse d'alcoolisme. Et là, ils sont tous partis en chœur. Saut d'humeur, là, c'est ce qu'on appelle en anglais « character assassination ». On essaie de détruire sa crédibilité. Saut d'humeur, complot et alcoolisme, le chef du FBI, pur produit trumpiste, met-il à mal la sécurité nationale des États-Unis? Il n'y a aucun, premièrement, en termes d'arrestation, d'enfants sauvés, d'armes illégales récupérées, de réduction du crime, il bat tous les records. En termes d'effectivité, là, Kash Patel bat tous les records sur tous les niveaux. Tout ce qui doit diminuer est en train de diminuer, tout ce qui doit augmenter, augmente. Il a multiplié par 2, 3, 4, 5, 6 tous les facteurs de réduction du crime aux États-Unis. Et il a pris, quand en conférence de presse, on lui pose la question, on lui dit « Oui, mais on vous accuse d'alcoolisme, etc. » Ben, il ne répond pas à ça, mais il dit « J'ai pris, vous manquez des jours de travail, etc. » Et la réalité, c'est qu'il a pris 2 fois moins de jours de congé que tous ses prédécesseurs. 2 fois moins de jours de congé que tous ses prédécesseurs. Et ça, c'est vérifiable. Et donc, c'est ça, saut d'humeur, complot, alcoolisme, le chef du FBI, pur produit trumpiste.
met-il à mal la sécurité nationale? Vous comprenez? Donc, les arrestations s'en viennent et tout de suite, la contre-attaque de l'État profond sort. Cache Patel dans l'eau chaude. Les temps sont durs pour l'administration Trump et on nous dit, c'est ça, t'es venu. Les allégations d'abus d'alcool, le directeur du FBI, Patel poursuit le magazine The Atlantic pour 250. Il poursuit, finalement, ça, il a lancé une poursuite contre The Atlantic pour ces allégations d'alcoolisme. C'est comme... et là, ici, les démocrates exigent que le détecteur du FBI, Cache Patel, subisse un test d'alcoolémie. C'est tout pour réduire sa crédibilité. Même chose ici. Ça, c'est Wired. Cache Patel, ça, c'est... Pourquoi Trump a choisi Cache Patel? Parce que Cache Patel était dans l'intelligence, a travaillé dans l'intelligence militaire. Donc, Cache Patel affirme n'avoir jamais fait la promotion de QAnon. Voici toutes les fois où il l'a fait. Il a fait la promotion active et souvent de QAnon. Mais évidemment, ceux qui savent mieux que nous vont nous dire QAnon, c'est une psyop, Alexis, même si c'est retweeté tout le temps par Trump. Et là, ici, ça, c'est finalement ce dont on l'accuse. OK? Donc, selon des documents publiés vendredi par The Intercept, Patel a admis avoir été arrêté à 2 reprises. Il a admis, c'est fini, là, il a admis. Une fois pour ivresse publique, alors qu'il était mineur, c'est-à-dire il y a 40 ans, et étudiant en Virginie. Une autre fois pour avoir uriné en public, alors qu'il buvait à New York et qu'il était étudiant en droit. Donc, une fois, il y a 40 ans, puis une fois, il y a 30 ans. Tu sais, genre, tu sors fumer une cigarette à l'extérieur du bar, puis tu as envie de pisser, tu vas pisser dans la ruelle à côté. Wouh! La police arrive, puis c'est comme... On l'accuse d'avoir uriné en public. Tu sais, ça, c'est ce qu'ils ont. Quand je vous dis, ils lancent tout. Ils font flèche de tout bois, ils lancent de la boue, c'est n'importe quoi. Mais, tu sais, on l'a vu, par exemple, cependant, on l'a vu au party, quand ils ont gagné la médaille d'or, aller boire avec les gars du hockey, là, ils étaient dans la chambre des joueurs de hockey, et ils faisaient la fête avec eux. Là, et donc là, ils se sont dit, on va concocter une histoire, puis parce qu'il y a des, tu sais, ils boivent, donc, tu sais... Voilà, mais tout ça pour dire que Cache Patel, d'une part, dit que les arrestations s'en viennent, et d'autre part, cette semaine, vient de mettre en accusation le Southern Poverty Law Center, okay, qui a reçu 11 chefs d'accusation. Et ça, c'est énorme. On sous-estime beaucoup ce genre d'opération-là. Le Southern Poverty Law Center, c'est comme l'équivalent de la LICRA aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Les pays sont différents, mais c'est comme s'ils venaient d'accuser la LICRA de 11 chefs d'accusation de détournement de fonds, de sollicitations frauduleuses, etc., etc. Mais avant de continuer, puisqu'on parle de financement, on vous rappelle qu'on est dans notre semaine, les 2 dernières semaines d'avril, c'est le financement, les opérations de... J'étais sur une lancée, là. Le financement annuel de Radio-Québec, la campagne de financement annuel de Radio-Québec. Et on fait un travail que les autres ne font pas. On démasque des personnes qui doivent être démasquées. On est sans compromission. Et ça, c'est parce qu'on a le soutien de nos auditeurs. Et donc, il y a différentes façons de le faire. On vous donne généralement les façons de nous aider à la fin. Ça serait super si vous pouviez nous aider d'ici quelques semaines à passer la fin de l'année financière et ouvrir la nouvelle année financière 2026-2027. Et donc, ça, c'est des façons de nous aider. On force personne à le faire, contrairement à d'autres qui ont des paywalls. Nous, c'est du sociofinancement optionnel. C'est gratuit, essentiellement. C'est un sociofinancement éthique. C'est gratuit pour tout le monde. Et 99% des gens regardent Radio-Québec gratuitement. Par exemple, quand on a une vidéo qui a 200-300 000 vues, bien, il n'y a pas 2-3 000 personnes qui nous font des contributions. Il y a beaucoup moins de ça. Ça serait 1%. On a beaucoup moins de ça. T'sais, on a comme des dizaines, peut-être, ça dépend des fois des centaines de personnes qui vont nous aider. Sur une année, il y a peut-être 1%, mais 99% des gens qui écoutent le Web Journal de Radio-Québec, c'est entièrement gratuit. On est financé par moins de 1% de notre auditoire. Imaginez ça, là. On tient cette opération de réinformation, on tire
ce qu'on a attiré. On ne retient pas nos coûts, on prend des menaces de poursuite et on est financé seulement par même pas 1% de notre auditoire. C'est fou quand tu penses aux chiffres, là. OK, voilà, donc ça, c'était tout ça pour revenir à Kash Patel. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Kash Patel qui a accusé cette semaine le Southern Poverty Law Center de financer. Le Southern Poverty, comme je vous dis, c'est la LICRA. Le Southern Poverty Law Center finançait les groupes néo-nazis, le Ku Klux Klan, les groupes d'extrême droite qu'il dénonçait. Le Southern Poverty Law Center, c'est un truc contre le racisme et l'antisémitisme, ce genre de trucs-là. Et les groupes comme le Ku Klux Klan, les groupes radicaux, la nation aryenne et tout ça, étaient financés par le Southern Poverty Law Center. Je vous montre la conférence de presse de Kash Patel sur ce sujet-là. The Southern Poverty Law Center themselves advertise to raise money to dismantle violent extremist groups for a period of at least a decade. They use their donor network to raise money to purportedly dismantle violent extremist groups. However, the SPLC, the Southern Poverty Law Center, used the money they raised from their donor network to actually pay the leadership of these very groups. I just want to say that again. They used the fraudulently raised money by lying to their donor network, thousands of Americans, to go ahead and actually pay the leadership of these supposed violent extremist groups. Yeah, Sean, look, money doesn't lie. The charity that supposedly fought the Klan funded the Klan. The charity that supposedly fought neo-Nazis funded neo-Nazis. The Southern Poverty Law Center ran a methodical, calculated scheme to defraud their donor base of $3 million and lied to them and used an illicit banking structure system to create shell companies to hide their money and who it was being sent to, specifically for the reason to sow discord and hate into our society. This is the ultimate definition of hypocrisy. And if you look at the indictment produced by the... Il finançait, je m'excuse, j'ai pas tout mis, là, je les mettrai sur Telegram. Donc, c'est ça, il finançait les réseaux de haine, hein, pour pouvoir mieux les dénoncer par la suite. Ici, il y a un mime qui est très intéressant, c'est comme il finançait littéralement les néo-nazis. Et Hitler qui dit, bon, tout va être correct quand nous allons recevoir l'argent du SPLC Center, n'est-ce pas? Et là, tu as Mein Führer, tu sais, comme dans ce que je disais là, dans le dernier webjournal, l'argent du SPLC Center ne viendra plus, ils ont été arrêtés. Ouais. Donc, littéralement, les groupes de haine aux États-Unis étaient financés par les démocrates. Et là, voyez l'ensemble de... C'est pas juste le SPLC Center, c'est l'ensemble de la nébuleuse démocrate mondialiste qui opère comme ça. C'est-à-dire que c'est la même chose avec Conspiracy Watch. C'est le même genre d'opération. C'est le même genre d'opération. Je ne dis pas qu'ils fraudent de l'argent, mais c'est le même genre d'opération où est-ce qu'on utilise... On utilise, par exemple, tu vois, c'est SPLC Center, Conspiracy Watch. Pardon. Ils produisent des rapports bidons sur des groupes bidons. Ils n'ont aucune crédibilité. C'est qui ces gens-là? D'où est-ce que ça sort, SPLC Center ou Conspiracy Watch? C'est Rudy Reichstadt, c'est un gars dans son sous-sol tout seul. C'est comme, il n'y a aucune... Et donc... Ils produisent des rapports bidons qui sont repris par les médias et les universitaires. Rappelez-vous, là, je pense que c'est Mélanie Généreux, c'est le rapport sur les conspirationnistes au Canada. C'était basé sur Conspiracy Watch, qui n'a aucune crédibilité. Et donc, c'est repris par les médias et là, on en parle dans les médias, tu vois, la conspiration. Et là, Radio-Canada fait des entrevues avec des personnes qui se basent sur le Conspiracy Watch ou le SPLC Center. Ouais? C'est-à-dire, ils produisent des rapports et là, après ça, les groupes de gauche utilisent ces rapports-là pour aller dans les médias, pour faire pression sur la justice et les politiques en rétroaction. Tu vois, c'est ça l'espèce de cycle. Et les démocrates et les mondialistes sont excellents là-dedans, dans ce genre de création d'une nébuleuse d'organisations, de think tank, d'ONG. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Qui font pression, tu sais, de la société civile, là, et ils font pression sur les gouvernements, et puis, tu sais, après ça, alors que les mouvements populistes sont plus genre, c'est juste deux choses, c'est les électeurs et ceux qu'ils élisent. Et il n'y a pas ces espèces on n'a pas dans des mouvements plus conservateurs ou de centristes, ce genre d'opération
manipulation de la société civile comme ça. On n'a pas ça. Ça, c'est à leur avantage. C'est vraiment à leur avantage. Ils ont toutes sortes d'organismes comme ça qui viennent en renfort et qui sont récupérés par les universitaires et les médias pour faire pression sur les politiciens. Et après ça, les politiciens renvoient de l'argent au SPLC pour qu'ils continuent à produire plus de rapports qui vont être utilisés par les médias et les universitaires pour faire pression sur la justice, la politique, qui vont renvoyer plus d'argent. C'est l'espèce de cercle vicieux comme ça de l'argent pour de l'influence politique qui ressemble exactement à ce qu'on a vu au Minnesota avec le vote et le système frauduleux des centres de la petite enfance et de l'immigration illégale. Rappelez-vous, Nick Shirley, c'est le même système. Nick Shirley et les centres de la petite enfance somaliens, etc., Tim Walz et Ilhan Omar, c'est-à-dire que on fait rentrer des illégaux, des millions et des millions de Somaliens sans regarder leurs qualifications. Et là, ils partent des espèces de trucs, des arnaques au centre de la petite enfance où des dizaines, voire des centaines de millions on envoie de l'argent à ces gens-là. Ils vivent tous sur l'aide sociale en échange de votes contre les politiciens comme Tim Walz ou Gavin Newsom. C'est la même chose en Floride. Rappelez-vous, ça, on l'a bien expliqué quand même, n'est-ce pas? C'est les politiciens démocrates achètent leur vote. C'est comme ça que les politiciens démocrates, c'est le même truc que le SPLC Center. Une espèce de machine à recyclage de l'argent que les gens de droite ont trop de scrupules pour mettre en place. Et donc, tu t'envoies, sans regarder, là, comme ça, tu envoies des dizaines de millions d'euros, de dollars à des centres de la petite enfance où il n'y a pas un chat. L'argent est recyclé. Tous ces gens-là vivent sur l'aide sociale. Personne ne regarde leur situation. On les fait rentrer porte ouverte avec les frontières. Ils sont stationnés sur l'aide sociale, mais ils vont tous voter démocrate. C'est ça, le truc. Pour rester au pouvoir, les démocrates se ferment la gueule, ferment les yeux sur la corruption. C'est le même système que le SPLC. C'est ça, c'est un parti, les démocrates, les mondialistes, ce sont des gens extrêmement corrompus. Il n'y a plus de cette gauche-là qu'on avait. Tu sais, une gauche normale, là. Une gauche normale, comme il y avait dans les années 70, ça n'existe plus. C'est toutes des hosties de pourriture. Moi, je suis comme Javier Milei, là, je prendrais la scie à chaîne là-dedans. J'ai plus aucune compassion pour ces gens-là. C'est juste des systèmes de corruption, de fraude, de faire rentrer des électeurs pour les stationner sur l'aide sociale, envoyer de l'argent à des groupes militants qui produisent des rapports pour démoniser l'extrême droite, etc., alors qu'ils financent l'extrême droite, comme le SPLC Center, qui finance l'extrême droite. Il n'y avait pas assez de haine aux États-Unis. Il n'y avait pas assez de haine aux États-Unis. Il a fallu la financer. Donc, ils ont financé des personnes comme ça, des Unite the Right. Aux États-Unis, en 2017, quand Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu cette espèce à Charlottesville, cette espèce de manifestation de l'extrême droite où on disait, il y avait des slogans contre les Juifs, c'était des slogans nazis. Et tout ça, c'était financé par le SPLC, c'était financé par la LICRA américaine. C'était l'équivalent de la LICRA américaine finançait le Ku Klux Klan et les néo-nazis. Ça ressemblait à ça à l'époque. Jews will not replace us! Jews will not replace us! Jews will not replace us! Blood and soil! Blood and soil! Blood and soil! Blood and soil! Là, il y a eu des accrochages à Charlottesville et il y a eu un mort et Trump a dû prendre la parole. Et a dit, dans son allocution, il a dit, à part les néo-nazis, il y a des bonnes personnes dans les deux camps. C'est-à-dire comme les personnes à gauche, les démocrates, des personnes à gauche qui militent, il y a des bonnes personnes là-dedans. Il y a aussi des personnes à droite qui veulent certaines choses, qui ne voulaient pas, je pense, c'est au sujet du statut qu'on voulait enlever. Ils ont aussi à part les nazis. Mais là, c'est devenu partout en boucle, les médias, ça c'est un des grands mensonges médiatiques. Ça s'appelle c'est pas le Charlottesville, c'est le Fine People Hoax. Cherchez-le.
C'est ça ici, le Fine People Hoax. Les médias ont dit que Trump a dit qu'il y avait des bonnes personnes dans les deux côtés, comme si Trump avait dit que les nazis étaient des bonnes personnes. Et ça a été repris en boucle pendant 8 ans, et même que Joe Biden, ça c'était en conférence de presse, là, quand il a dit there are fine people on both sides. Il essayait de calmer le jeu. Il a dit il y a du bon monde des deux côtés. Il voulait comme être au-dessus de la mêlée. Et là finalement, on l'a transformé ça en Trump fait l'apologie des néo-nazis. Ça, encore une fois, c'est le Southern Poverty Law Center. C'est des trucs de propagande. Et même lors d'un des derniers débats de Joe Biden en 2024, il a ressorti le Fine People Hoax. 8 ans après, presque 8 ans après, il a ressorti, alors que ça a été démonté complètement, cette histoire-là. Donc, ils ont financé les chefs de ces organisations-là, etc., etc. Finalement, le Southern Poverty Law Center a été un des plus grands donateurs d'argent au Ku Klux Klan, une organisation qu'il était censé combattre. Et c'est la même chose, mais c'est le même genre de truc qu'on a. Donc, la LICRA, il y a aussi au Canada, c'est Anti-Hate. Et puis tous ces trucs-là, le Conspiracy Watch, encore une fois, ça opère tout de cette façon-là. C'est des organisations, des espèces d'ONG qui sont là pour faire du spin politique, pour faire pression sur les médias, les politiciens, que c'est repris par les médias, etc. C'est le même, alors qu'il n'y a aucune légitimité. Ce sont des rapports comme frauduleux. Personne ne peut se défendre, tu es accusé, puis c'est comme genre... T'as pas ton mot à dire, c'est comme t'es rentré sur une liste à quelque part, et puis... Les journalistes sont dégueulasses d'embarquer là-dedans aussi, OK? Et donc, donc c'est ça, finalement. C'est gigantesque, ce truc-là, du Southern Poverty Law Center qui est démantelé. C'est énorme. Parce que ça fait genre 40-50 ans qu'ils opèrent, là, eux autres, puis qu'ils sévissent. On voit même dans les reportages ici, il y a Mark Potok, là, qui est un des chefs du SPLC, où est-ce qu'on voit le pourcentage de la population blanche qui diminue aux États-Unis. Il garde un score de la pourcentage. Son objectif, c'est de la diversité, c'est d'ouvrir les frontières pour faire noyer les Américains blancs. Là, puis sur son mur, dans le reportage, on voit sur son mur le pourcentage de blancs qui diminue, comme si c'était un calculateur, un compteur. Et ce qui est intéressant, c'est que les Noirs commencent à se réveiller aussi. Là. Les Noirs commencent à comprendre que les démocrates financent le Ku Klux Klan. Premièrement, le Ku Klux Klan, c'est les sudistes, hein, c'est les démocrates. Naturellement, c'est les démocrates. Par définition, si vous cherchez, c'est quoi les liens entre le Parti démocrate et le Ku Klux Klan, c'est pas les républicains. Les républicains, dans la guerre civile, c'est Lincoln. C'est ceux qui ont combattu les sudistes. Les républicains de Trump ont combattu le Klan. Les clans, c'est les démocrates. Non seulement c'était des démocrates, là, ils ne sont plus des démocrates, mais ils financent quand même les démocrates. Et là, les Noirs commencent à s'en rendre compte. Et il y a des dizaines de ces vidéos-là partout sur TikTok, sur X, etc., où est-ce que les Noirs disent les démocrates financent le Ku Klux Klan. Hein? Donc, c'est ça ici, c'est partagé par Elon Musk. Nous payons les gens pour être racistes afin que nous puissions combattre le racisme. Tu vois, c'est ça le SPC. Et c'est aussi la création, comme je vous disais, comme avec Conspiracy Watch, avec Hate et tout ça, la création de trames narratives. C'est-à-dire qu'ils publient des rapports qui sont repris par les médias et là, tout d'un coup, ça devient comme un buzzword. Et l'utilisation de certains mots comme augmente. Tu vois, comme extrême droite a explosé depuis l'arrivée de Donald Trump, la barre en rouge, alors que extrême gauche a monté un peu, mais a diminué par la suite. Donc, on fait sauter comme des mots d'ordre qui sont donnés. Ça, ici, c'est des recherches chez les médias, là, différentes sources médiatiques, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times. Ici, c'est désinformation, misinformation. Ça a explosé à partir de 2015 à 2016 avec Trump. C'est des trames, encore une fois, c'est des trames narratives. C'est la machine à répète pour que ça rentre dans le cerveau. Là. Ici, c'est conspiracy, théorie de la conspiration, etc., etc. Ça explose à partir de 2020. Vous avez toutes sortes d'autres aussi. Et ça vient d'organisations comme Conspiracy Watch, le SPLC, le Hate Network, etc. On fait sauter des algorithmes, tu vois. Racisme, l'explosion. Avant, bizarrement, il y a comme entre 70, 80, 90, 2000, 2010, tout d'un coup, le racisme, ça va, ça vient. Dès que Trump arrive, là, ça explose. Homophobie, ça explose. Islamophobie, ça explose. Sexisme, misogyne, transphobe, ça explose, etc., etc. Ça, c'est des lignes... c'est pour ça qu'on dit, si on faisait juste se débarrasser des médias,
on vivrait probablement tous très bien ensemble, tu sais, jusqu'à une certaine limite, là, mais on vivrait... c'est les médias qui créent de la division. C'est ça qu'on... Et les organisations comme le SPLC, ça sert à ça sert à créer de la division. Voilà. Donc, ça ici, maintenant, il y a d'autres nouvelles intéressantes. On parlait justement des arrestations qui s'en viennent avec Kash Patel. Et là, tranquillement, pas vite, la peine de mort est augmentée. Ils augmentent les différentes méthodes de procéder à des exécutions et des peines de mort aux États-Unis. Ça, c'est sur la Maison-Blanche. Restoring the death penalty and protecting public safety. Le département de la justice américaine a pris des actions pour renforcer la peine de mort fédérale. Les États-Unis ajoutent les pelotons d'exécution, l'électrocution et l'inhalation de gaz à leur méthode d'exécution fédérale. Ça, c'est tranquillement pas vite. C'est sans compter Trump qui a augmenté la capacité de Guantanamo. Ici, ça, c'est début 2025. Expanding Migrants Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay to full capacity. Sous prétexte de migrants, on augmente les capacités de Guantanamo. Trump prépare Guantanamo pour 30 000 migrants. Et rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on disait au sujet de... Ça, c'est Ron DeSantis. La peine de mort pour les pédophiles. Trump aussi dit la peine de mort pour les pédophiles. C'est en 2012. Got to do something about these missing children. Grabbed by perverts. Too many incidents. Fast trial, death penalty. Des procès rapides et la peine de mort. Ça sonne comme, évidemment, c'est bizarre qu'ils écrivent ça puisqu'ils sodomisent des garçons de 8 ans quand même. C'est Carl Zero. Ouais, voilà. Donc ça. Et puis là, finalement, un mot rapide sur le dîner des correspondants. Il y a eu Trump est allé au dîner des correspondants. Il y a eu cette fusillade. Ça ne me tente pas d'être un conspirationniste aujourd'hui. Ça ne me tente pas. De toute façon, c'est arrivé genre hier soir et on a eu très peu de temps pour se retourner. J'avais mon truc que je voulais monter mon truc sur Carl Zero et sur Kash Patel. Et donc, mais ici, vous voyez, c'est Idriss Aberkane. Dîner des correspondants, la tentative d'assassinat la plus tranquille du monde. Et Idriss Aberkane parle d'une mise en scène. Donc, il essaye de faire du Radio-Québec, mais en moins bon. Lui aussi essaie d'embarquer dans le bandwagon de des attentats mis en scène, etc. Mais je suis sûr que c'est moins bon. Et donc, ça ici, c'est que Alan Cole Allen, c'est lui qui a été arrêté. C'est lui qui a essayé de forcer le truc de sécurité. C'était un professeur en CM2. Je pense que c'est, je sais pas, genre une petite école, probablement. Sauf qu'il y a des trucs intéressants. Et ça, là, je suppose que c'est ça que les gens veulent. Mais j'ai rien de particulièrement spécial à dire. Je fais pas d'analyse vraiment fuckée, puis je fais juste transmettre ce que j'ai vu rapidement. Là. On en reparlera peut-être la semaine prochaine s'il y a de quoi. Donc, bizarrement, il y a un compte très peu connu, Henri Martinez, qui en 2023 a publié juste le nom, le tweet, c'était juste juste le tweet, Cole Allen. Il a juste publié le tweet. Là, ici, c'est un montage avec les images, mais c'est juste en haut, c'est juste Cole Allen. Donc, il mentionne le nom du gars, Cole Allen, et lui-même, son avatar, c'est un bonhomme en tuxedo en train de boire du champagne, comme Trump en tuxedo. Ça, a été publié en 2023. Et son image de sa bannière du haut, c'est une image qu'on peut retrouver, la bannière du haut en couleur, là, en arc-en-ciel, et ça s'appelle Time Machine. Et là, j'en croyais pas mes yeux, et ça, c'est anecdotique. C'est pas très intéressant, mais j'ai moi-même été vérifié. Oui, c'est un truc de Time Machine. Ça s'appelle Time Machine. Je l'ai moi-même trouvé. Et donc, Time Machine, il est habillé en tuxedo, comme Trump lors du dîner des correspondants. Il publie Cole Allen. Maintenant, ça ici, cette espèce de truc-là, quand on... Tu sais, les images générées par ordinateur, tu plisses les yeux et puis finalement, il y a comme une autre image qui apparaît, là. Eh bien, il y en a qui ont fait ça un petit peu avec ça et ça donne ça. Je mettrai ça.
C'est pour les curieux. Je mettrai ça sur Telegram. Je veux pas. Mais et paradoxalement aussi, il y a Caroline Levitt qui dit que des coups de feu vont être tirés ce soir. On a dit ça en rigolant, en disant que c'est comme si Trump va tirer lui-même, là. Mais c'est quand même intéressant, ça aussi. Shots are going to be fired. Est-ce que je l'ai mis à quelque part? Je pense que je l'ai. Oui, Levitt. To rumble, is he not? He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. There are going to be shots fired tonight. Donc, c'est intéressant. C'est, voilà, tu sais, c'est... Mettez ça dans votre pipe. Encore une fois, Trump n'est jamais vraiment embêté, sauf que évidemment, ça le sert. Tentative d'assassinat, ça a l'avantage. Je vois la victime. J'avais fait un web journal en 2024 qui s'appelait « La stratégie de l'attention ». Et donc, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai. C'est surtout, c'est anecdotique en ce qui me concerne, c'est anecdotique. Je vais terminer en disant ici que le SPLC pratique exactement, c'est des organisations comme le SPLC, Conspiracy Watch, etc., pratiquent exactement le manuel d'opération du Parti communiste. Dans les années 40-50, le Parti communiste a publié un manuel d'opération pour ses membres expliquant, vous avez probablement vu la vidéo, c'est une vidéo d'Edward Griffin qui explique, le jeune Edward Griffin, celui qui a écrit le livre sur la Réserve fédérale, là. Et il explique, il lit ce qu'il y a dans le manifeste c'est pas le manifeste du Parti communiste, mais c'est cette espèce de manuel d'opération où est-ce qu'il dit, quand il y a quelqu'un qui s'oppose aux idées communistes, traitez-le de nazi, traitez-le de fasciste, Et c'est exactement à ça que servent des trucs comme SPLC, Conspiracy Watch, etc. C'est exactement dans la mouvance du manuel d'opération du Parti communiste. Je vous montre ça. Ça aussi, je le mettrai. La vidéo est bien connue, mais elle a été traduite cette fois-ci par, je ne sais pas c'est lesquels, Quadrillage Traduction, Hello Traduction, les filles, les soldats traductrices qu'on remercie qui font nos traductions. Merci les filles. On vous montre ça, mais SPLC Center, c'est exactement là. C'est les organisations, toutes ces organisations mondialistes-là utilisent le même manuel d'opération du Parti communiste. In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read, "When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind." Ça, c'est le manuel d'opération des communistes en 1943 et c'est utilisé pratiquement tel quel par la plupart de la gauche actuellement. Le Parti démocrate, les médias et des organisations comme le SPLC, Conspiracy Watch, Hate, etc., etc. Ils utilisent littéralement le manuel d'opération du Parti communiste. Voilà. Je mettrai ça sur Telegram et puis vous pourrez regarder ça. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On vous rappelle que, encore une fois, que... C'est Lucifer. Non, Satan, c'est le porteur de lumière. Non, on ne veut pas vous rappeler que Satan, c'est Lucifer. On préfère ça ici. Vous rappelez qu'on est, c'est la campagne de financement de Radio-Québec, la campagne annuelle de financement de Radio-Québec, et que c'est ça, ça serait le fun, c'est comme pour une fois qu'on atteigne le 1%. Et vous savez comment faire. Et il y a des fois, ça m'arrive de prendre, je sais que j'ai comme des dons Interact, que j'ai manqué des dons Interact, puis j'ai manqué aussi j'ai perdu un chèque ou deux. Ça, c'est malheureusement, ça, vous allez dire, c'est de ta faute, Alexis. Oui, c'est ça, c'est de ma faute. Mais ça m'arrive des fois, je reçois tellement de courriels. Et aussi, ça, un mot, les gens qui me mettent sur des listes de courriels, là, tu sais,
quand le courriel ne commence pas par Salut Alexis ou quand c'est pas directement adressé à moi, quand c'est un courriel qui est dans une liste Bonjour à tous, blablabla, je bloque l'utilisateur immédiatement. Il y a une façon certaine de se faire bloquer, c'est d'avoir d'être sur que vous m'ayez mis sur une liste, ou etc. C'est sûr que je vais vous bloquer. Je reçois tellement de courriels que justement j'en perds. Je perds j'en ai perdu 2 cette semaine, des dons Interact là, que je n'ai pas vu il y a un mois. Donc, je reçois trop de courriels, il faut que je classe tout ça. Et puis, voilà, donc soyez patient avec moi. C'est pas parce que vous êtes resté sur vue que je n'ai pas envie de vous répondre. Des fois, c'est juste, je prends des courriels, je suis toujours avec mon cell. Et donc, des fois, c'est au gym, je prends comme... je vois que quelqu'un a écrit, mais je ne peux pas répondre tout de suite. Puis le temps d'arriver à la maison, il y a comme d'autres personnes qui ont écrit. C'est compliqué. Et donc, soyez patient avec moi. C'est important, réécrivez-moi. N'ayez pas peur de réécrire, de me relancer. C'est pas... si je ne vous ai pas vu, relancez-moi. OK? C'est pas que je vous ignore. Là, c'est comme genre Alexis qui fait sa diva. Là. Ça me prendrait une secrétaire, ouais. Mais les secrétaires restent jamais plus qu'une semaine ou 2. J'en ai dit je me suis trop révélé lors de ce web journal. Voilà ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Vous savez comment nous aider. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça va peut-être être la fin de la guerre en Iran. Peut-être qu'il va y avoir un traité. On va être en début mai. Fait que ça va être le temps. Là. On arrive, c'est la fin. Voilà. OK, donc, est-ce qu'on s'entend sur Cal 0? C'est pas comme net. C'est pas comme tout net son affaire. C'est pas clean. OK. Ciao!